Donc, bonjour, je m'appelle Olivia Tambou, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et j'enseigne le droit du numérique et en particulier le droit de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est d'abord un champ de recherche scientifique qui date certes des années de la Seconde Guerre mondiale, mais dont les produits qui sont issus de cette recherche, c'est assez récent. Donc du coup, effectivement, on n'a pas de droit dédié à l'intelligence artificielle, mais cela n'empêche pas qu'on a des règles de droit qui peuvent s'appliquer à l'intelligence artificielle. Je donnerai deux exemples. Par exemple, lorsqu'on fait un système d'IA, on va l'entraîner avec des données qui sont souvent des données à caractère personnel. Donc cette collecte de données à caractère personnel, elle va pouvoir être régie par ce fameux règlement qu'on appelle le règlement général de la protection des données. Lorsqu'un système d'IA prend des décisions qui impliquent un traitement de données à caractère personnel, là encore, on va pouvoir appliquer le règlement général de la protection des données. Donc là encore, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux du droit. Donc en droit, on a deux grandes catégories qui sont d'un côté les personnes et les biens. Et seules les personnes peuvent être tenues responsables. Alors que les choses, elles ne sont pas responsables. C'est leur propriétaire, par exemple, comme un animal. Ce n'est pas l'animal qui est responsable des préjudices qu'il cause, mais son propriétaire. Donc les systèmes d'IA, jusqu'à présent, on considère qu'ils rentrent dans la catégorie des choses. J'ai quelques collègues qui voudraient bien en faire une personnalité juridique, mais pour l'instant, ils sont assez minoritaires. Donc ça veut dire que si on parle d'intelligence artificielle, si elle est artificielle, cette intelligence, c'est parce qu'elle relève toujours de l'humain. Et donc il va falloir chercher derrière le préjudice quelle est la responsabilité de l'humain. Donc là, on va avoir plusieurs cas de figure selon les contextes. Ça pourrait être le propriétaire de l'intelligence artificielle, le concepteur, par exemple, d'un programme, ou ça pourrait être l'utilisateur. On a déjà des pistes de réflexion, ne serait-ce que pour les voitures autonomes, où selon les cas, par exemple, si c'est le conducteur qui est responsable du dommage parce qu'il n'a pas utilisé ou l'a enlevé le système automatique, à ce moment-là, c'est lui qui sera responsable. Mais si c'est une erreur de programme, ça sera le programmateur, ou ça peut être le constructeur si c'est un défaut de construction. Donc encore une fois, on va se fixer sur les règles classiques de la responsabilité et on va l'appliquer au système d'IA. Et si on devrait imaginer un système de responsabilité spécifique pour l'IA, à ce moment-là, ça serait sans doute pour essayer d'alléger la charge de la preuve qui peut être compliquée pour déterminer quelle est la personne humaine responsable. Et jusqu'à présent, on a des propositions sur la table, mais l'idée d'un système, par exemple, où ça serait une responsabilité sans faute avec une compensation par une assurance, cette idée-là, elle a été écartée. Donc on est vraiment plutôt sur la facilitation de la preuve pour déterminer la personne humaine responsable du préjudice. On a déjà un certain nombre d'outils qui sont disponibles pour plutôt essayer de lutter contre la viralité d'un contenu qui serait illicite. Et donc, par exemple, on a les journalistes traditionnels, hein, les journalistes traditionnels qui ont développé ce qu'on appelle des outils de fact-checking. Donc ça, c'est une première chose. À côté de ces outils traditionnels de fact-checking, on a du point de vue juridique un texte qui vient de rentrer en vigueur qui s'appelle le Digital Services Act et qui va imposer aux plateformes et du coup aussi aux utilisateurs un certain nombre d'outils pour lutter contre cette diffusion, encore une fois, des contenus illicites. Donc là, par exemple, Google a d'ailleurs déjà proposé de mettre en place des systèmes qui permettent d'identifier lorsque il y a un contenu viral qui relève de fausses nouvelles. Ensuite, on a la possibilité de demander à chacun de faire des signalements lorsque l'on trouve des fausses nouvelles ou des fausses images. Ça, c'est toujours possible. Donc c'est un peu aussi la responsabilité de tous, le contrôle de ces informations qui sont fausses et qui circuleraient. Alors du point de vue technique, Google, par exemple, a annoncé, toujours dans le cadre de ses futures, enfin, ses obligations, l'idée de mettre en place des outils où on va tracer en fait une image. Donc c'est quelque chose où il s'agirait de mettre un marqueur sur l'image et qui permettrait de voir quand est-ce qu'elle a été créée, à partir de quand elle a été diffusée, et éventuellement ça permettrait de lutter contre cette fameuse fake news. Et plus globalement, donc au-delà de la problématique de la diffusion de contenus illicites qui peuvent être des textes et des images, on va vers ce que je pourrais appeler de la transparence de la conception d'outils qui seraient générés par l'IA.
Donc là, on a dans le futur règlement en matière d'IA l'idée que dès qu'on on a par exemple l'utilisation de ce qu'on appelle les deepfakes, donc qui ressemblent à l'utilisation de contenus qui pourraient être falsifiés mais qui se veulent approchant de la vérité, que ce soit des images ou du texte. Là, chaque fois que l'on utilisera du deepfake, il faudra qu'il y ait aussi une espèce de filigrane qui explique bien, donc en souci de transparence, que là, il s'agit de quelque chose qui est généré par l'IA. Et j'imagine que progressivement, à terme, les acteurs des plateformes, d'ailleurs TikTok vient de le faire, vont exiger que lorsqu'on crée du contenu par l'IA, on le précise que cette œuvre a été créée par l'IA. Oui, alors c'est déjà un petit peu l'optique dans laquelle souhaite s'engager l'Union européenne avec sa proposition de règlement sur l'IA, puisque l'idée c'est de dire que les IA, alors uniquement les IA qui seraient considérées comme à haut risque, eh bien elles devraient, avant de pouvoir être mises en place dans l'Union européenne, faire l'objet d'un contrôle de la conformité et donc d'une sorte de certification. Et pour déterminer, alors on négocie en ce moment quels vont être les critères pour déterminer si on a affaire à un système d'IA à haut risque, hein, puisque c'est quelque chose qui est assez sensible politiquement. Et donc pour ces systèmes dits d'IA à haut risque, on a plusieurs critères. Un critère de domaine, donc des IA qui agiraient dans certains types de domaines, comme par exemple l'immigration, la justice ou l'éducation, et puis des systèmes d'IA qui agiraient aussi, donc c'est le deuxième type de critère, par rapport à certains types de produits. Et là, on retrouve justement les produits tels que des machines, des avions, des jouets, pour lesquels, lorsqu'il y aura des systèmes d'IA qui seront intégrés à ces outils, on va considérer qu'ils sont des systèmes à haut risque, et ce sont déjà des outils, enfin des produits qui nécessitent un examen de conformité. Donc là, on rajouterait une couche dans leur examen de conformité qui serait liée à l'utilisation de systèmes d'IA. Alors d'abord, il faut quand même préciser que de plus en plus, on a des systèmes d'IA qui permettent de déterminer leur source. Parce que c'est aussi une exigence des utilisateurs de pouvoir déterminer la source de ce qui a été utilisé par l'IA pour arriver à leurs résultats. La difficulté, c'est que même si on connaît les sources, comment on va faire après pour protéger le droit d'auteur? Deux difficultés à mon avis particulières. La première, c'est de déterminer quelle est la part de l'auteur dans l'œuvre finale, puisque ça sera une œuvre un petit peu composite, et donc ça c'est une question de proportionnalité déterminée, quelle est la part de l'auteur sur une image ou une donnée, pour éventuellement avoir une compensation, puisque c'est aussi la question financière hein, derrière la protection. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que, comme on en a parlé tout à l'heure, on peut mettre des étiquetages sur les images ou sur les textes pour déterminer quels en sont les auteurs. Mais là encore, une fois que ça sera passé dans la moulinette du système d'IA avec des systèmes de décomposition, de récomposition, est-ce qu'on va pouvoir encore avoir cet étiquetage qui sera utile pour déterminer quel est l'auteur ? Alors, il y a déjà quand même des choses qui peuvent être faites. Hein. Les auteurs peuvent s'opposer, par exemple, c'est quelque chose qui est prôné actuellement, c'est que les auteurs peuvent s'opposer à ce que leurs données soient collectées par des systèmes d'IA, là encore par un système d'étiquetage de leurs données. Il y a même des labels qui sont proposés par soit le syndicat national de l'édition ou des artistes qui sont sur des plateformes et qui ont proposé des labels pour dire qu'ils ne veulent pas, pour que chaque auteur puisse dire clairement au système d'IA quand ils moissonnent leurs données qu'ils ne souhaitent pas être moissonnés et donc leur œuvre ne soit pas utilisée. Et en France, par exemple, on a une proposition de loi qui vient d'être déposée en septembre dernier. Donc l'idée, ça serait en fait d'arriver, je pense que ce qui va se faire à la fin, à une sorte de système où on aurait une compensation financière des auteurs avec une structure qui gérerait collectivement ces droits d'auteur, comme on l'a avec la SACEM, par exemple, qui le fait pour les œuvres musicales. Mais avec les deux difficultés techniques que je vous ai dit, je pense que ça sera assez compliqué quand même à mettre en œuvre ce système.
Alors ça, c'est toujours l'éternelle question, hein, de savoir quel est où doit-on mettre le curseur. Alors premièrement, effectivement, je crois que vous avez raison, on va avoir une réglementation de l'IA sur l'IA et tous les États semblent à peu près, depuis la diffusion de ChatGPT, d'accord sur le fait qu'il faut réguler le développement de l'IA. On va avoir traditionnellement cette espèce d'opposition entre le système anglo-américain qui va être plus pragmatique et qui facilitera sans doute plus l'innovation pour certains, et le système européen qu'on va accuser d'être trop bureaucratique et qui va nuire au développement de l'innovation. Alors, je voudrais quand même apporter deux bémols par rapport à cela, sans me faire non plus l'avocat du système européen, mais l'idée du système européen, d'abord, c'est quand même de aussi permettre l'éclosion d'un écosystème qui permettrait de créer des systèmes d'IA qui seraient conformes à nos valeurs. Donc on peut aussi penser que la réglementation va entraîner la création, des créations vertueuses de systèmes d'IA plus protecteurs de nos droits. Et donc c'est l'approche qui a été choisie par l'Union européenne. Et la deuxième chose, c'est que même dans le règlement sur l'Union européenne qui est en cours de négociation, il est prévu qu'on peut accompagner les projets innovants d'acteurs avec ce qu'on appelle des bacs à sable, où ce sont les autorités qui vont les aider à aller vers plus de conformité. Enfin, ce projet de règlement dont je parle, s'il aboutit, ça ne sera pas avant que quelques années. Donc on va dire peut-être 2025, 2026. Les plus pessimistes parlent de 2027. Donc ça veut dire qu'entre-temps, la majorité de la régulation va se faire quand même par les acteurs, donc les utilisateurs et les plateformes notamment, puisque ça fonctionne beaucoup quand même avec les plateformes numériques. Et quelques États, puisqu'on a vu que la France, par exemple, souhaite anticiper avec ses propres propositions de loi en attendant le règlement sur l'IA. Donc il y a quand même une grande part de régulation actuelle qui sera faite par les acteurs et dont on peut estimer que là aussi, ils vont pouvoir expérimenter comment faire pour faire des modèles tout à fait compatibles avec ce qui va venir comme réglementation, tout en étant force de proposition en matière d'innovation.